Bonjour à tous. Déjà bonjour, on va attendre peut-être 1 minute ou 2, le temps que tout le monde se connecte. Donc déjà d'une, je vous remercie tous de vous être inscrits pour ce premier webinaire de la chaîne de la formation et de l'inclusion. Je vais vous parler un petit peu de tout ça, son but, et ensuite on va vraiment passer dans le concret, c'est-à-dire l'audit de surveillance ou l'audit de renouvellement. Attendons un petit peu. Très bien. Donc, bonjour à tous. On va pouvoir gentiment commencer. Je vais vous présenter un petit peu Calester, qui je suis aussi, Nathalie. Nathalie, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc professionnelle du monde de la formation et de la qualité depuis plus de 10 ans. Je suis la fondatrice de Calester Consulting, qui accompagne de nombreux organismes de formation, aussi bien sur la démarche qualité que sur l'ensemble de l'environnement de la formation professionnelle. Calliope, pour moi, c'est un sujet qui paraît assez simple, mais j'ai pu remarquer que pour beaucoup, des fois, c'est pas forcément très compréhensible. J'ai pas mal d'auditeurs dans mon entourage, et c'est par rapport au retour de ces auditeurs, justement, que j'ai eu l'idée de vous donner quelques conseils lors de ce premier webinaire. On va y aller. Donc concrètement, voilà, je vais vous donner aujourd'hui toutes les clés pour garantir votre audit de surveillance et de renouvellement, puisque bien évidemment, surveillance, renouvellement, c'est des choses qui suivent. Si vous passez l'audit de surveillance en toute sérénité, l'audit de renouvellement devrait bien se passer. Donc, pour rappel, vous avez déjà obtenu Calliope. Bravo à vous. Ça a été une première étape. Maintenant, il faut la maintenir dans le temps, cette certification. Parce que bien souvent, je vois des organismes qui ont obtenu Calliope et qui après l'oublient et se réveillent peu de temps avant l'audit. Et ce n'est pas le but. Donc, afin que les audits de surveillance ou de renouvellement se déroulent sans difficulté, il est nécessaire de mettre en place une vraie démarche qualité et d'adopter des automatismes simples à mettre en œuvre. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est qu'une démarche qualité. Je vous donnerai des exemples, des méthodes, afin de pouvoir vous approprier ça et vraiment le mettre en place au sein de votre organisme. La démarche qualité, c'est pas réservé à des grandes structures. Quelle que soit la taille de votre organisme, vous pouvez la mettre en place. Au cours de ces 45 minutes, j'ai fait court, je vais vous rappeler quand même le but de l'audit de surveillance ou de renouvellement. On va parler de la démarche qualité. Le constat 2022-2023, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais dire le nombre d'organismes qui sont certifiés Calliope ou autre, c'est pas le but. Là, on est dans le concret. Je vais vous donner les clés pour bien passer vos audits de surveillance. Voilà, on parlera des étapes concrètement, ce qu'il faut faire. Et puis les points de vigilance, là où justement, de nombreux auditeurs m'ont fait des retours en me disant: voilà, ça s'est pas forcément bien passé pour certains organismes. Donc des tas de petits tips afin que vous soyez vraiment prêts, pour vos audits et puis que vous receviez l'auditeur dans les meilleures conditions. Un auditeur, voilà, c'est pas votre ennemi aussi, je tiens à le préciser. Il est là pour vous auditer. Auditer et non contrôler, ça aussi, je tiens à le préciser. Donc, pour rappel, le but de l'audit de surveillance ou de renouvellement, concrètement, le but de ces audits, ça va être quoi? Ça va être de vérifier que vous êtes toujours en conformité aux normes et à réglementation en vigueur, donc le RNQ. À l'heure actuelle, on en est toujours à la version 7. Version 8 pour 2024, 2023, 2024? À voir, certainement, je pense. On verra bien. En attendant, rien d'officiel pour le moment. Voilà. Le but de ces audits est aussi de voir si vous maîtrisez le fonctionnement du système de gestion de la qualité et de ses processus clés, que vous évaluez la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes, que vous suivez et actualisez vos indicateurs, que vous vous assurez de l'adéquation et de l'efficacité des ressources affectées à la qualité et que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue et de gestion des opportunités. Et enfin, que vous avez bien la documentation et la traçabilité de l'ensemble des activités liées à vos prestations. Ça, voilà, ça sert à ça, un audit de surveillance ou de renouvellement. Là, on va parler un peu plus concret. Qu'est-ce que pour beaucoup, enfin, la démarche qualité?
Généralement, quand j'en parle, pour beaucoup, ça reste assez vague. À part pour ceux qui ont déjà un petit peu touché au monde de la qualité, ils savent ce que c'est. Donc en fait, une démarche qualité, c'est un ensemble de processus et de méthodes mis en place pour améliorer la qualité d'un produit, d'un service ou d'une activité. Elle vise à atteindre une satisfaction maximale des clients, s'assurant que les produits ou services répondent à leurs attentes. Une démarche qualité peut inclure la mise en place de procédures et de modes opératoires, la collecte et l'analyse de données sur les performances, l'amélioration continue et l'évaluation régulière des résultats. Vous avez bien compris, Calliope, en fait, quand vous êtes rentré dans Calliope, vous rentrez naturellement dans une démarche qualité. Ensuite, il faut bien le comprendre. Il y a des tas de petits tips à mettre en place pour vraiment simplifier la vie avec toute cette démarche qualité. Donc là, voilà. Par quoi se traduit réellement la démarche qualité? Donc la définition des objectifs, l'élaboration de procédures opérationnelles, la formation du personnel, bien évidemment, parce que c'est bien beau de créer un système qualité, mais si personne ne le connaît et l'applique, voilà, ça peut faire des difficultés et des non-conformités. Ensuite, le contrôle de la qualité, donc la mise en place de méthodes pour contrôler en interne vous-même si tout se passe bien. L'évaluation des performances, bien évidemment. L'amélioration continue. Donc voilà, ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et la documentation, donc ça, bien évidemment, hein, tout ce qui est documentation, qualité, la traçabilité, la conformité. Généralement, comme je dis à mes clients, même à mon entourage, quand vous entamez une démarche qualité, il y a plusieurs méthodes pour la mettre en place. Alors, bien évidemment, hein, je vous rappelle, le support sera téléchargeable à la fin, hein, dedans, parce qu'il y a des petits liens, des petites méthodes pour vous, afin que vous puissiez vous-même créer votre mini système management de la qualité et ainsi faire vivre Calliope au quotidien. Alors, une des méthodes sur lesquelles voilà, qui est assez simple hein, pour vraiment mettre en œuvre Calliope, une démarche qualité pour faire vivre Calliope, c'est la méthode des 5 A. Je pense qu'il y en a qui la connaissent déjà. Donc, c'est une approche qui est utilisée pour améliorer les processus et les systèmes dans une entreprise. Il y a 5 étapes: l'analyse, l'amélioration, l'assessment, donc l'évaluation, les actions correctives et enfin les audits. Si vous mettez ça en place, vous pouvez être sûr que Calliope vivra au quotidien. Alors, bien évidemment, j'en vois, ça peut paraître encore pas très concret. Qu'est-ce que la méthode des 5 A? C'est quoi une procédure qualité? Pour résumer, pour essayer de vulgariser au maximum, pensez recette de cuisine. Une recette de cuisine, il y a tout est détaillé. Les ingrédients, la liste. Voilà. On ne met pas les œufs avant la farine ou autre. C'est tout bête. Oui, le support de présentation vous sera transmis à la fin du webinaire. Donc là, ensuite, quand même, pour vous aider à comprendre ce que c'est qu'une procédure qualité telle qu'on l'entend, je vous ai mis enfin, des petits exemples. On va vraiment en discuter. Donc une procédure, c'est quoi? C'est une recette, hein. C'est un document qui décrit les étapes précises à suivre pour effectuer une activité ou un processus de manière cohérente et efficace. Donc, les procédures qualité, ça peut inclure des informations telles la responsabilité des salariés, le qui fait quoi, voilà, les entrées et les sorties attendues du processus, les étapes précises à suivre pour effectuer le processus, les critères de qualité à respecter et les contrôles de qualité à effectuer à vérifier le respect des critères. Ça, voilà, c'est très normé, voilà ce que c'est qu'une procédure qualité. Concrètement, je vous donne un exemple afin que ça vous parle un petit peu plus. Un exemple tout bête de procédure qualité. Avec 5-6 procédures qualité, vous pouvez couvrir l'intégralité du référentiel Calliope. Ça, c'est important de le tenir en tête. Un exemple de procédure qualité. Déjà d'une, son titre. Ça va être la procédure d'inscription. Qui en est chargé? Le responsable, chargé d'admission, service formation. Identifier les personnes, les services. Voilà. Par exemple, chose très importante, voilà, c'est le qui fait quoi? La cartographie. Donc, qui dit cartographie, dit avoir bien identifié les personnes et les différents acteurs. Donc, pensez à organigramme. Donc, par exemple, sur une procédure comme ça, réception de la demande d'inscription.
Le demandeur, le candidat ou autre, envoie une demande d'inscription au chargé d'admission par le moyen par lequel vos candidats peuvent vous contacter. Donc ça peut être par le biais de l'envoi d'un mail, par le biais d'un appel téléphonique. Donc et ensuite, c'est ça, faut simplement décrire. C'est très, très terre à terre. 1 plus 1, réception de la demande, comment vous traitez de la demande. Évaluation de la demande. Le service de formation vérifie les prérequis du demandeur. Si le demandeur répond aux prérequis, le service de formation poursuit l'évaluation de la demande. Analyse des besoins de formation et objectifs du candidat. C'est ça une procédure qualité en fait. Ça va vous permettre de tout tracer, vraiment de tout documenter ce que vous faites au quotidien. Pour un auditeur, c'est déjà un outil de lecture. Pour vous aussi, c'est aussi un outil de gestion au quotidien, de gestion, voilà, des procédures et au-delà de même, la gestion des compétences, hein. Si vous avez une personne qui s'occupe des admissions et que la personne, voilà, est en arrêt ou autre, qui va reprendre les admissions? Qui va respecter la procédure qualité en place? Ah voilà, déjà en ayant cette procédure tracée avec les éléments cités, avec les documents liés, ce sera déjà quelque chose de beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Donc ça, voilà, ça c'est un de mes conseils que je fais généralement, que je donne à mes clients. Mettez en place des procédures qualité. Créez-vous un mini système management de la qualité, je vous dis. Pas vraiment quelque chose de très poussé. Tracez, notez ce que vous faites, expliquez tout bêtement. Vous voyez, ça, c'est un exemple tout bête à mettre en place, mais c'est tout simple, mais ça vous facilitera la vie et surtout pour l'auditeur, ça lui donnera vraiment un guide de lecture pour son audit. Donc maintenant, justement, en parlant des auditeurs, on va parler un petit peu des premiers constats de 2022-2023. Donc, je connais nombre d'auditeurs, hein, beaucoup de certificateurs. Les audits de surveillance, soit se passent bien ou soit se passent très, 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 très mal. Donc il y a eu certains points qui sont venus récurrents, au cours de ces audits de surveillance où les organismes ont pu avoir des non-conformités mineures ou majeures. Donc bien évidemment, on va passer en détail, un peu plus en détail tous ces points, hein, sur l'usage de labels, le suivi des indicateurs, l'échantillonnage, on va rappeler ce que c'est l'échantillonnage vraiment, la mise à jour des ressources pédagogiques, autre élément, ainsi que la veille et son exploitation. Mmh. Autre chose qui est importante de garder en tête pour l'audit, c'est que l'audit de surveillance est court. Il est d'autant plus nécessaire d'être bien préparé. C'est intense, voilà. Pour l'auditeur, c'est pas un exercice facile non plus, puisqu'il doit noter énormément de choses en un temps très, très court. Donc voilà, le jour de l'audit, vous soyez bien préparé. Faut que vous sachiez où trouver vos éléments de preuve, hein. Les éléments doivent être immédiatement disponibles lors de l'audit. C'est vraiment une question de timing. Voilà, donc mieux on est préparé, mieux on sait où chercher les preuves, plus vite ça ira, mieux ça sera. Là, gros point de vigilance pour les organismes qui ont obtenu Calliope, qui étaient nouvel entrant, donc qui ont obtenu Calliope en tant qu'audit voilà, un nouvel entrant, donc ils ont été audités sur certaines procédures, mais ils n'ont pas été échantillonnés et c'est là où justement, où il y a eu pas mal de petites difficultés. Quand vous avez été audité à l'audit initial, vous avez déclaré des choses, comment vous allez travailler, vos procédures, comment vous allez positionner vos candidats et tout. Eh bien, il faut que ces éléments-là puissent être vérifiables 18 mois plus tard, entre le 14 et 22e mois pour être précise. Voilà et ça, malheureusement, des fois, on a vu des petites difficultés donc on va aller voir ensemble justement là où il y a eu ces petits écarts ou des petits oublis, mais un petit oubli dans Calliope peut ensuite entraîner, pas mal de choses. Donc c'est une chaîne de conséquences. Donc c'est pour ça, j'avertis vraiment ceux qui étaient en audit initial en tant que nouvel entrant, vérifiez vos documents. Obtenir Calliope quand on est nouvel entrant, tout le monde le sait, hein, c'est pas un secret, ce n'est pas forcément difficile. Voilà. Le maintenir, ça demande vraiment un peu plus de travail et c'est là où justement le but de ce webinaire, c'est de vous donner aussi des clés pour pouvoir vous approprier ce processus vous-même en interne et que Calliope, bah, voilà, ça vive au quotidien et que ça soit quelque chose qui pour vous soit un détail de gestion dans la vie de votre organisme et que les visites de l'auditeur, bah, ça soit juste une visite tranquille, tout bêtement.
Donc, on va commencer à parler des points de vigilance pour préparer l'audit de surveillance ou de renouvellement. Là, on est vraiment en ce moment sur les audits de surveillance, hein. Concrètement, c'est ce qui est la plus grosse demande en ce moment. Alors, la première étape pour bien préparer son audit, bien évidemment, c'est de reprendre le rapport d'audit initial. Voilà, si vous aviez eu des non-conformités, il faut reprendre les actions correctives qui avaient été validées par votre auditeur à l'époque. Donc, pour rappel, ça j'insiste, le plan d'action corrective qui avait été proposé doit avoir été mis en œuvre dans les 6 mois suivants. L'auditeur portera une attention toute particulière à sa mise en œuvre. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc, le rapport d'audit initial, c'est vraiment la base. Regardez ce qui, voilà, c'est vraiment le premier élément à prendre en compte quand on va préparer son audit de surveillance. Autre chose, bah, justement pour commencer la bonne préparation de votre audit, et c'est un élément où alors là, beaucoup l'utilisent, c'est l'utilisation du label. Donc assurez-vous du bon usage du label Calliope. Alors là, je vois pas mal de questions, je vous rassure, hein, sur les 10 dernières minutes, je regarderai les questions, je vous répondrai et tout, il y a pas de problème. Là, je fais du focus, vraiment du concret. Donc l'utilisation du label, hein. Normalement, lors de l'obtention du label, hein, votre certificateur vous a remis un kit complet sur l'usage de la charte, enfin, du label Calliope. Donc, je vous ai quand même rajouté le règlement d'usage, les liens du règlement d'usage et de la charte d'usage. Mais alors ça, c'est très important. Le nombre d'organismes qu'on peut voir sur leur site ou autre qui utilisent mal le label Calliope est assez impressionnant. Bon, là, c'est même pas une non-conformité, hein. Votre certificateur pourrait vous enlever Calliope parce que mauvais usage. Oui, ça fait un peu peur, mais oui, c'est la vérité. Voilà. Pour rappel, la marque Calliope, parce qu'on parle bien d'une marque, doit toujours être accompagnée de la mention adaptée correspondant à la catégorie d'action dont le processus a été certifié. Et c'est là où le bas blesse souvent. Bien souvent, on voit le label Calliope, mais pas avec la mention. Donc, la mention, qu'est-ce que c'est? C'est action de formation, bilan de compétences. Il faut que la mention sur lequel le label, enfin Calliope, vous a été délivré, doit être précisée. Si vous avez eu Calliope, vous faites bilan de compétences, vous mettez voilà, bilan de compétences. Vous faites de la VAE, action permettant de valider les acquis de l'expérience. Cette mention, elle est indispensable. Voilà. C'est pareil, l'usage du label Calliope, ne le collez pas partout, sur tous vos documents. Relisez la charte d'usage, sincèrement. Un exemple de mauvais usage qu'on peut voir régulièrement, c'est l'usage du label Calliope dans une publicité. Ou voilà, hein, ou alors sur l'attestation de formation ou tout support dédié uniquement à une action de formation. C'est pas là. Reprenez vraiment, la charte d'usage. C'est, voilà, en dehors du rapport d'audit à reprendre, c'est vraiment la charte d'usage. Pareil, l'actualisation du logo. Voilà, il a changé graphiquement. Bah, il faut aussi que sur vos documents, ils aient été mis à jour avec le bon logo. Donc ça, c'est important. Alors, autre chose qui est revenue très souvent, et c'est là que je dis point de vigilance commun à tout type d'action, l'affichage des tarifs de vos prestations. Cette information doit être accessible pour les candidats. Bien souvent, cette information n'est pas mentionnée directement, ce qui peut entraîner une non-conformité. Assurez-vous que toutes les informations concernant vos prestations soient accessibles. Et alors là, heu, 2 écoles. Alors, j'ai déjà vu des auditeurs qui demandaient justement que les informations soient accessibles librement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de formulaire à remplir, formulaire de contact pour pouvoir ensuite obtenir un programme. D'autres pour qui, voilà, l'information, même si on devait remplir un formulaire, du moment qu'on leur montrait qu'il y avait bien le programme téléchargé après, il y avait pas de problème. Donc ça tient vraiment, en fait, au certificateur. Voilà, c'est lui qui tranche dans ces cas-là. Alors, votre auditeur suit, non, voilà, concrètement, suit ce que son certificateur, voilà, lui indique dans la démarche Calliope, dans son audit. Comment il doit procéder? Qu'est-ce qu'il audite? Donc, il y a 2 écoles. J'ai eu les 2 cas de figure, de nombreux clients aussi aux 2 cas de figure.
Donc à voir. Mais franchement, sincèrement, pour moi, transparence, hein, normalement, le fait de devoir remplir un formulaire, non, il faut vraiment que cette information soit accessible, les tarifs, vraiment. Donc ça, je ne vais pas en revenir, je ne vais pas faire 10 tonnes là-dessus. Sincèrement, il faut que les tarifs, ils soient affichés. Donc, les CFA, bon, là, je suppose qu'il y a pas énormément de CFA, mais je vais quand même faire un petit focus rapide sur les CFA, là où il y a eu le plus de difficultés, d'après le retour que beaucoup d'auditeurs ou même CFA m'ont fait. Alors, l'accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté des apprentis doit être tracé, doit bien avoir été mis en œuvre à travers de projets spécifiques. Vous avez été en mesure de présenter des preuves, donc ça peut être, voilà, des ateliers, des salons, hem, tout ce genre. Vous pouvez même imaginer un drive commun partagé avec vos apprentis, avec un bon nombre de documentations ciblées. Faut vraiment penser à ça. Tracer, voilà, notez tout, hein. Voilà, pareil, mettez à jour les plans d'action spécifiques mis en œuvre pour favoriser l'insertion professionnelle et la poursuite d'études de vos apprentis ou favoriser la mobilité internationale. Pareil, je vous ai mis un petit lien sur la mobilité internationale et idem pour les CFA. Assurez-vous d'avoir l'ensemble des derniers comptes rendus, procès-verbaux de vos conseils de perfectionnement. L'ensemble de ces documents doit être accessible à l'auditeur. Malheureusement, des fois, on voit des PV à la nomination du référent handicap, la nomination du référent mobilité internationale. Il faut que ce sont des éléments qui doivent être disponibles à l'auditeur. Donc voilà, c'est le petit focus sur lequel, voilà, je tenais à faire. L'alternance, pareil, CFA, alternance. Attention, alternance, c'est pas forcément que CFA, hein. Alternance, on peut parler aussi AFEST. Donc, l'adéquation des parcours en entreprise avec le référentiel de compétences. Les mises en situation en entreprise sont-elles pertinentes par rapport au référentiel de compétences? Et surtout, assurez-vous d'avoir l'ensemble des échanges avec les entreprises partenaires. Qu'est-ce que vous mettez à disposition des tuteurs? Voilà, et des maîtres d'apprentissage. Il y a des choses à mettre en place justement pour cette relation entreprise, école et apprenti. Qu'est-ce qui a été fait en amont? Qu'est-ce qui a été fait pendant? Il faut que tous ces éléments soient traçables et identifiables et surtout, qu'ils soient totalement conformes. Autre chose sur lequel, on a vu quelques difficultés, ça, c'est uniquement pour les formations diplômantes ou certifiantes. Donc je parle RNCP et RS. Donc le tableau croisé cours et compétences doit être actualisé. Vraiment, actualisez vos documents. Ça aussi, c'est quelque chose, que l'on voit très souvent, c'est que les documents ne sont pas actualisés. Nous sommes en février 2023. Voilà, vos documents, s'ils datent de décembre 2021, non, il faut qu'ils aient été revus. Voilà, il y a quand même, voilà, que vous ayez consulté même si le référentiel, il n'a pas forcément évolué depuis, mais que vous ayez revu vos cours, que vous ayez daté votre document. Toujours dater vos documents, gardez vos anciennes versions. Voilà, donc les indicateurs, alors là, c'est pareil, les indicateurs doivent être suivis et mis à jour, ainsi que l'ensemble des informations concernant la certification. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les passerelles et tout. Voilà. Tous ces éléments-là, en fait, vous les retrouvez dans la page, enfin sur la page de France Compétences. Soit vous êtes propriétaire de votre certification, donc vous maîtrisez l'ensemble de ces informations-là, ou soit vous avez une habilitation, un agrément. Donc il vous faut aller chercher ces éléments de preuve auprès du certificateur. Donc sur la page de France Compétences, vous avez quand même un bon nombre d'informations, hein, qui répondent totalement aux critères de Calliope. Sincèrement, je conseille toujours de mettre le petit lien qui renvoie à la page de France Compétences, hein, dans les programmes de formation ou autres, de transmettre le numéro de RNCP ou de RS, de pareil, les passerelles. Passerelles, attention, ça va être un sujet qui va être de plus en plus, important dans les prochains mois. Donc, ça, c'est vraiment et puis surtout, actualisez vos indicateurs. C'est impératif, aussi bien, voilà, pour les certificateurs, enfin ou voilà, si vous êtes propriétaire de vos certifications, que vous êtes habilité,
Vous savez très bien que la transmission des données d'insertion professionnelle sont primordiales. Que deviennent vos alumni? Que deviennent vos certifiés? Ont-ils réussi à s'insérer professionnellement? Est-ce que la formation a eu un impact, sur leur carrière, sur leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise? Donc c'est des choses sur lesquelles, voilà, les indicateurs, aussi bien RNCP ou en général, doivent être vraiment actualisés. C'est quelque chose où malheureusement, on a vu pas mal de petites difficultés. Donc, alors, un point de vigilance sur l'indicateur 17. Pour rappel, hein, l'indicateur 17, hein, c'est le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés d'un environnement approprié. Donc, quand on parle de moyens humains, on parle CV, on parle diplôme. Je veux vérifier en tant qu'auditeur que les compétences des intervenants sont bien en adéquation avec les cours, avec les formations, bien évidemment locaux. On va parler de verre, on va parler aussi, tout ce qui est affichage, enfin voilà, plateau technique. Pensez à garder toutes les factures de toutes les ressources que vous mettez à disposition de vos apprenants. Donc ça peut être la plateforme LMS, ça peut être des abonnements à des magazines. Voilà, tout ce qui va toucher enfin, la formation directe des apprenants, enfin, tout ce que vous mettez à disposition va rentrer dans cet indicateur. Donc, maximum de preuves à collecter. Ça, c'est un indicateur qui parle bien des moyens humains. Attention, les moyens humains, il y a eu pas mal de petits problèmes aussi dessus. Et justement, on en vient. Le plan de développement des compétences. Donc, il faut vous assurer de l'avoir mis à jour. Comme je vous ai dit, on est en 2023. Voilà. Alors, si en 2022, ça dépend de la taille de votre organisme, hein. Voilà, si vous êtes indépendant, vous êtes certainement formé, donc assurez-vous d'avoir les certificats de réalisation. Si vous n'êtes pas formé, que vous avez maintenu un niveau de compétence en participant à des webinaires, des tables rondes ou autres, montrez-le, prouvez-le. Il faut que vous ayez des éléments de preuve pour montrer que vous avez maintenu votre niveau de compétence. Pour une entreprise avec des salariés, mettez votre plan de développement des compétences à jour, récupérez, collectez les certificats de réalisation, attestations de formation et prévoyez les formations pour 2023. Alors, j'insiste aussi pour dire que vérifiez que tous vos prestataires intervenants externes, hein, voilà, respectent les attendus du référentiel national qualité et notamment sur le plan de développement des compétences. Alors pareil, un petit tips que je vous donne rapidement, hein, quand vous n'avez pas des sous-traitants, que vous n'êtes pas forcément créez un drive veille, voilà, sur lequel vous mettez des éléments de veille de votre domaine et que vous partagez à l'ensemble de vos intervenants. Voilà, un drive régulièrement actualisé sur lequel, bah, vous mettez les éléments, vous envoyez un mail à l'ensemble de vos intervenants. Voilà, pour votre veille, tels éléments ont été déposés sur le drive, prenez-en connaissance. Et il y a énormément, donc ça peut être aussi bien de la veille légale, ça peut être aussi bien des documents justement sur le handicap, hein, parce que le handicap, c'est un sujet sur lequel je vais arriver après, mais ça ne concerne pas non seulement, enfin le handicap, c'est très, très, très large, hein. L'AGFIF a mis pas mal de documents à disposition justement à destination des formateurs pour mieux appréhender le handicap en formation. Donc ça aussi, c'est des ressources que vous pouvez mettre à disposition de vos formateurs, vos intervenants externes ou même internes. L'idée du drive, en fait, quand vous avez un drive, vous présentez à l'auditeur l'ensemble à qui est partagé ce drive. Pour lui, voilà, ça va montrer que vous partagez bien, voilà, qu'il y a bien une veille qui est faite, qu'elle est partagée auprès de tout le monde, qu'on essaye de maintenir les compétences comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir parfois. Alors la sous-traitance, bon, je vais pas ça mériterait carrément un webinaire, la sous-traitance sur le coup. Donc là, simplement, ce que je vais vous rappeler, c'est assurez-vous d'avoir l'ensemble des pièces contractuelles, hein. Pour les intervenants pédagogiques externes, assurez-vous d'avoir l'ensemble des éléments sur l'ensemble du process de sélection. J'insiste bien, l'ensemble du process de sélection. Voilà, donc comment vous avez sourcé, entretien, comment vous avez évalué qu'il avait les compétences pour pouvoir donner des cours au sein de votre organisme de formation. Donc ça demande de collecter les CV, diplômes, voilà. Bien évidemment, vous avez des fiches de poste, donc il faut, voilà.
tout soit bien cadré, bien relié. Et aussi, comment vous assurez-vous que vos sous-traitants respectent bien le cadre de Calliope? Ça, c'est vraiment une question à réfléchir. Voilà, de mettre en place une charte Calliope, il y a des tas de moyens pour, s'assurer que tout le monde respecte bien Calliope. Ça, c'est important. C'est vraiment, ne serait-ce qu'une petite charte Calliope, voilà, que vous faites signer à vos formateurs, que vous leur partagez. Ou alors dans les conventions, dans les contrats de sous-traitance ou autres, vous mettez justement une clause Calliope. C'est indispensable. Ça, c'est vraiment quelque chose, vous avez l'obligation de vous assurer que vos sous-traitants respectent bien le cadre du référentiel national qualité. Vous êtes le donneur d'ordre. Bref, veille et exploitation. Alors, un large sujet. Bon, la veille, bien évidemment, elle concerne 3 indicateurs, hein. Donc, ce qu'est la veille, c'est pas forcément difficile, hein. On a des newsletters, on participe à des webinaires, on a des abonnements, on suit des bons profils sur LinkedIn. Voilà. Ce qui a posé quelques difficultés, c'est l'exploitation de cette veille. Comment vous exploitez cette veille? Bien, hein, souvent, on a du mal à nous répondre, enfin aux auditeurs ou autres, comment on l'exploite. Alors concrètement, je vais vous expliquer, hein, c'est quoi l'exploitation de la veille? C'est que pour chaque modification ou évolution de vos contenus pédagogiques, ou alors lorsque vous utilisez de nouveaux outils, ou encore pour chaque mise en conformité réglementaire, il faut que vous soyez en mesure de présenter à l'auditeur la source de veille qui a été à l'origine de ce changement. Donc, tu sais, c'est aussi de l'amélioration continue. Un exemple concret, des nouvelles CGU, des nouvelles CGV, par exemple, sur mon compte formation, et d'offres. Ah, voilà, il faut que vous. C'est nouvelle CGV, veille réglementaire. Il faut que vous puissiez le prouver à l'auditeur que vous étiez au courant qu'il y avait des nouvelles CGV et que vous avez exploité cette veille. Imaginons que Calliope évolue, qu'on ait un Calliope version 8, et ben, il faudrait que vous prouviez à l'auditeur que vous avez bien pris en garde l'origine de cette veille, d'où vient cette veille, comment vous avez su qu'il y avait allait avoir un Calliope version 8 et qu'est-ce que vous avez fait ensuite. Ça, c'est voilà, pareil quand vous avez passé l'audit, enfin le premier audit, l'audit initial, pourquoi vous l'avez passé? Parce que vous aviez effectué une veille auparavant. Cette veille a mené à son exploitation, à passer le label Calliope. Voilà, c'est ça l'exploitation et ça peut être sur plein de choses, hein. L'utilisation d'un nouvel outil, vous pensez à un nouveau CRM, vous rajoutez voilà, c'est ça qu'il faut mettre, c'est ça l'exploitation et qu'il faut mettre en avant. Donc qui dit exploitation de la veille, dit peut-être changement de document. Donc version 1, version 2, on date les documents, on les met à jour. Ça aussi, ça fait partie des petits éléments qui sont indispensables dans la veille et son exploitation. C'est quelque chose que malheureusement, bien souvent, on voit les dates ne sont pas mis à jour. Donc je regarde le temps, ouh, plus beaucoup de temps, on va essayer de faire vite, hein, 45 minutes, pour en parler de Calliope, de l'audit de surveillance et bref, surtout avec tous les petits alertes que je voulais vous donner, enfin les petits points. Donc le référent handicap. Alors, bien évidemment, hein, je n'ai plus à rappeler le rôle du référent handicap. Donc, par contre, si votre référent handicap a dû adapter des parcours, assurez-vous que l'ensemble de l'adaptation a été tracé. Donc, assurez-vous d'avoir les pièces, créer un fichier dédié ou autre. Heu, assurez-vous que vous disposez d'une liste des acteurs handicap actualisée. Voilà, si vous me présentez celle, de début janvier 2022 alors qu'il y en a une nouvelle qui est sortie fin décembre 2022, vous faites pas bien votre veille. Donc c'est pareil, hein, je vous ai mis le petit lien utile, hein, de l'AGFICH, les ressources handicap formation. Bah, pareil, vous pourrez trouver justement cette liste actualisée et un ensemble d'outils qui, bah, permettent justement d'accueillir des publics en situation de handicap. Donc pareil, hein, le handicap, je le tiens à préciser, ça fera le sujet d'autres webinaires. On va parler vraiment mais handicap, mais dans le sens large du terme. Le handicap, c'est très large, hein. Il y a plein de troubles. Je ne parle pas simplement du handicap, moteur ou autre. Il y a des troubles 10 et tout. On verra tout ça plus tard. Mais, c'est une dimension, voilà, que faut pas hésiter à aller chercher de la documentation. Vous êtes référent handicap, ayez les outils déjà en interne. Là, j'affiche aux autres acteurs mettent des tas d'outils, à votre disposition. Allez les chercher. Ça vous prendra quoi? Une petite heure, mais au moins vous aurez des outils de qualité. Et puis c'est toujours très, très intéressant.
Les enquêtes de satisfaction. Bien évidemment, ça, c'est le problème, un des plus gros problèmes qu'on a pu rencontrer sur, des OF, même des clients à moi sur qui j'ai dû faire les gros yeux après pour qu'ils se mettent à jour. Bien évidemment, tout le monde envoie les enquêtes à la fin de la formation. Mais voilà, à qui? Et puis aussi, comment? Donc déjà d'une, à qui? Hein? Rappelons que les enquêtes de satisfaction, hein, c'est l'ensemble des parties prenantes. Donc les apprenants, les intervenants, internes ou externes, l'entreprise, entreprise financeur bien évidemment, et le financeur. Bon, je sais que obtenir une réponse à un questionnaire des financeurs, c'est pas voilà, je ne vais rien rajouter là-dessus. Ce que vous demandera de voir un auditeur, c'est déjà d'une, bah, comment vous avez envoyé vos enquêtes, hein, et s'il y a une procédure de relance. Ça, c'est indispensable. On a quand même suffisamment d'outils à l'heure actuelle, entre les outils gratuits, même avec tous les CRM qui existent, tous les outils mis à disposition des organismes de formation pour automatiser cette phase-là des enquêtes, concrètement. Heu qui n'a pas répondu à l'enquête, hop, un rappel. Il faut prouver à l'auditeur que vous avez envoyé les OK de satisfaction et qu'il y a eu au moins une relance dessus. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Pareil, dans la construction des questionnaires, pensez toujours à avoir un espace de commentaires libre. Vraiment. Ça, c'est indispensable. Un questionnaire de satisfaction qualité ne sera pas un questionnaire satisfaction qualité s'il n'y a pas ce petit encart d'expression libre. Donc, bien évidemment, qui dit enquête, qui dit veille, qui dit exploitation, bah, ça mène directement à l'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, hein, je vous épargne, hein, concrètement, vous savez ce que c'est. Donc, une procédure, enfin, c'est un processus qui vise à garantir que les programmes de formation répondent aux besoins évolutifs des apprenants. Donc, l'amélioration continue, ça peut inclure aussi l'évaluation des résultats d'apprentissage, la collecte des commentaires des apprenants et l'intégration de la technologie pour améliorer l'expérience d'apprentissage. Moi, ce que je peux vous conseiller sincèrement, c'est de tenir un cahier de vie de votre organisme. L'amélioration continue, pour pouvoir bien la tracer, c'est simple. Tenez simplement un fichier Excel, ne soyez pas compliqué. Voilà, notez telle date, quel document, le pourquoi, le degré d'importance, l'origine, la nature du changement apporté, son but. Un exemple concret, vous avez vu qu'il y avait une nouvelle technologie. Notez, voilà, telle date, aujourd'hui c'est février, enfin, importance de l'action, on va dire prioritaire ou autre. Mise à jour de cours, documentaires, parce que vous avez vu quoi? Un nouvel outil, une nouvelle réglementation, quelque chose qui va impacter directement la formation. Notez-le, c'est tout. Voilà, ça vous fait un petit cahier de vie, et c'est surtout un petit cahier de vie qui permettra de prouver à l'auditeur que vous êtes toujours dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, vous avez fait un document, dans quel but? Pourquoi vous avez refait ce document? Dans un but d'améliorer les processus en interne, de gagner du temps, d'offrir des meilleurs supports de cours à nos apprenants. Voilà, c'est ça l'amélioration continue. Donc, il faut tout noter concrètement. Ça vous prend une fois par mois, notez-le. Voilà, si vous faites une mise à jour une fois par mois de Calliope, ne serait-ce qu'une demi-journée, vous êtes tranquille et vous faites vivre Calliope tout le temps. Voilà, mais si vous l'oubliez pendant dans 1 an et demi et que vous vous réveillez la veille du lendemain et me dire: «Bon, allez hop, je vois», non, là, c'est sûr que vous allez droit dans le mur. Non, Calliope, c'est pas difficile à mettre en œuvre. Faut simplement prendre le temps de bien imaginer, de voir tous les process, les tenants, les aboutissants et de mettre en place des choses simples. Alors voilà, petit conseil aussi, hein, gardez les versions antérieures de vos documents. Mettez à jour vos documents et datez-les. Et quand je parle des documents, c'est tous les documents, les CGV, les conventions, les programmes, les politiques de protection des données. Vous revoyez la fiche de poste, bah, vous remettez la date. Des fois, faut vraiment prendre cette petite habitude administrative de mettre un petit cartouche en bas de vos documents avec la date de mise à jour, le numéro de version du document. Ça vous permet d'avoir ça rentre dans plusieurs cas. Déjà d'une, vous prouvez que vos documents, vous les maintenez à jour, qu'ils sont actualisés. Vous prouvez que vous mettez en place de l'amélioration continue
C'est des petits réflexes à prendre, mais qui vont vraiment vous simplifier la vie. Mettez une date de revue documentaire une fois par an. Vous reprenez les documents Lenda, CGV, convention. Et hop, c'est bon, c'est mis à jour. Je note la date. Tenez un tableau Excel. Voilà, le nom du document, la date de création, sa date de mise à jour. Programmez-vous des alertes. C'est voilà, quand ça dépend de la taille de vos structures. Si vous êtes vraiment un formateur tout petit en interne, c'est enfin tout petit, voilà, qui gère lui-même ses formations, c'est pas difficile à mettre en œuvre. Vous contrôlez l'intégralité du processus. Quand vous êtes dans une structure un peu plus grande, il faut bien identifier le qui fait quoi et bien évidemment mener au moins une fois par trimestre un petit audit, un petit voilà, auto-auditez-vous. Ça fait partie des conseils que je donne aussi. Voilà. Sur l'échantillonnage. Voilà, il faut s'auto-éditer. L'auto-audit est le meilleur des exercices pour être bien préparé. Donc, il faut effectuer un échantillonnage de vos actions. Qu'est-ce que l'échantillonnage? Il faut reprendre le déroulé d'un de vos stagiaires, de son premier échange avec vous à l'envoi du questionnaire à froid. Comment il a eu les informations? Le premier échange avec vous par mail, comment ça a été tracé. Il faut que l'ensemble du déroulé soit là. Donc, ces premiers échanges, pendant sa formation, quelles ressources pédagogiques vous lui avez mis à disposition? S'il y a eu de la remédiation, comment avez-vous adapté son parcours? Ce sont tous ces éléments. L'auditeur, il va arriver, il va regarder vos plus gros volumes de formation. Il va aller échantillonner vos plus gros volumes, bien évidemment. Donc, il peut prendre 3 noms au hasard. Et sur les 3 noms, il voudra retrouver les mêmes éléments du début à la fin. Donc, bah, voilà, hein, le positionnement, besoin objectif, les ressources, pédagogiques mis à disposition, la traçabilité de l'action. C'est tous ces éléments-là que l'auditeur voudra avoir. C'est ça un échantillonnage. Donc s'échantillonner, s'auto-auditer soi-même, au moins vous êtes sûr que vous êtes prêt. Et puis au pire, voilà, si vous vous auditez vous-même et que vous voyez qu'il y a des petits problèmes, c'est le meilleur moyen pour mettre en place les actions correctives et continuer à faire de l'amélioration continue. Donc, eh ben, je suis dans les temps. Bah, je vais regarder, rapidement vos questions. Je vais pas pouvoir répondre à toutes. Bien sûr, après, le webinaire qui sera en ligne dans les 24 heures, vous recevrez enfin le document est téléchargeable. Par rapport aux questions, avec mes équipes, on va faire une synthèse des questions et vous envoyer, bah, voilà, des réponses, synthétiques par rapport à l'ensemble de tout ce qui a été posé. Ouh, alors je remonte, nin ta ta ta, bonjour tout le monde. Donc, formation du personnel, alors, selon quelle modalité? Alors la formation du personnel, hein, vous pouvez le mettre, en formation à distance, en hybride, en présentiel. Formation du personnel, ça peut aussi parfois passer par des groupes de travail, des déjeuners de pairs. Il faut que simplement que ça soit bien tracé. Comment montrer le niveau enfin que vous maintenez, les compétences de vos personnels? La formation en interne aussi. Tout bêtement. C'est pas compliqué à mettre en œuvre. Faites une journée d'information, par exemple, sur le handicap, avec l'ensemble de vos référents pédagogiques ou de vos admissions. Pourquoi pas? Oui, support de présentation, tac, tac, tac. Oui, support. Oui, bien sûr que la matrice RACI elle pourrait être utile. En fait, il y a plein de méthodes qui peuvent être utiles, hein, pour mettre en place Calliope. Vous avez Lean, vous avez, TQM, Six Sigma, mais il y en a plein, il y en a plein. Alors, bonjour. Pour notre audit de surveillance, l'organisme certificateur nous a demandé de déposer des preuves sur une plateforme. Un travail titanesque. Alors, des preuves, pas toutes. De toute façon, l'auditeur ne se contentera pas des éléments de preuve déposés sur la plateforme. Il voudra voir des éléments que vous lui montrez à l'instant T. Généralement, quand on vous demande de déposer des éléments sur la plateforme, c'est des modèles, par exemple, vos procédures, vos templates, mais l'échantillonnage en lui-même, il sera demandé par l'auditeur. Voilà. Voilà, exactement pour le suivi des appels qui sont, bah, voilà, on appelle, on trace tout. On note tout, un petit tableau Excel, bah, voilà, hop, vous avez une candidat, vous notez tout. C'est le meilleur moyen d'avoir une véritable traçabilité et ensuite, voilà, vous faites envoyer un mail au candidat suite à notre entretien de ce jour.
Veuillez trouver, vos objectifs de formation, sont les suivants. Veuillez trouver le programme avec l'ensemble des éléments, contractuels et tout. Voilà. Sommes-nous obligés de communiquer avec le logo Calliope? Relisez la charte d'usage. Donc un multi-activité, le règlement intérieur de l'OF, alors ça j'ai rien. Pour info, pouvez utiliser le logo 1, ouais, donc beaucoup. Alors mon auditeur m'avait dit de faire figurer le logo sur mes offres de formation, je suis perdu. Relisez la charte d'usage, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne suis pas Dieu, c'est voilà, c'est la charte d'usage qui est Dieu pour le coup, de l'usage de vraiment, hein, on dit les machins, relisez-la concrètement. Ah, il y a eu un petit problème. Bon, bah, il y aura le replay, vous inquiétez pas. OK. Alors, non, vos formateurs sous-traitants ne doivent pas être encore Calliope, attention, hein. Seul le RSNA, ça j'ai pas compris. Alors, le RNCP, pas le RS, attention, hein. RNCP, il y a des indicateurs, par exemple, l'indicateur 3, on parle bien du RNCP, on parle bien du RS sur le 3. Pas du RS, hein, que du RNCP. Après, sur le reste, c'est autre chose. Donc, eh bien, ça y est. Alors, il y a pas mal de questions. Je vous ferai une petite synthèse. Je vous enverrai encore des petits documents. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux pour ce tout premier webinaire. J'espère ne pas avoir parlé trop vite. Je sais qu'on me le reproche souvent. J'espère aussi d'avoir été assez concise et de vous avoir donné des éléments pour pouvoir vraiment passer un peu plus sereinement ces audits. Des petits tips, vraiment, hein, penser des drives communs, des formulaires, enfin, il y a des tas de petites choses. Allez tester des petits outils gratuits, des petites mises à disposition, enfin, allez regarder si vous il y a des tas d'outils, hein, qui existent maintenant, qui ont vraiment été pensés pour les professionnels de la formation. Donc, je vous remercie encore tous, d'avoir été présents. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à très vite.